En 1995, dans une petite ville du Texas, une lycéenne populaire et appréciée est découverte sans vie. Est-ce l'œuvre d'un règlement de compte, un garçon trop possédé par elle ou quelqu'un hors de tout soupçon? C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes en 1995 dans la ville de Mansfield, au Texas. C'est une petite ville de 8000 habitants qui compte en son sein la jeune Adrienne Jones, 16 ans. Elle est élève au lycée de Mansfield où ses camarades et ses professeurs la connaissent tous puisqu'elle fait partie des filles dites populaires et qu'elle est très appréciée de tout le monde. C'est une adolescente déterminée, ramenant de bonnes notes tout en travaillant dans un restaurant pendant son temps libre et également étant membre du club de crosse du lycée. Elle vit avec ses parents et ses deux petits frères et tous ensemble, ils forment une famille soudée, très proche. Les parents d'Adrienne sont assez stricts, pas parce qu'elle prend des risques, mais parce qu'ils veulent s'assurer qu'elle soit en sécurité. Et cela se traduit par des règles comme ne pas utiliser le téléphone après 22 heures, vérifier son ticket de cinéma pour s'assurer qu'elle y était bien, ou encore de ne pas lui donner le droit de visiter ou de recevoir son petit ami Tracy. Voilà, ce ne sont pas des parents qui imposent des énormes règles, mais un peu plus que la plupart des autres parents de la ville. Et c'est aussi à cause de l'ambiance qui, doucement, se transforme dans la ville à cause de sa proximité avec les grosses villes qui, elles, ont des problèmes avec le trafic de stupéfiants. Donc les parents d'Adrienne préfèrent rester vigilants. Le 4 décembre est une journée habituelle pour la famille Jones. Il est temps de se lever, de se préparer et de se rendre au travail et à l'école pour les plus jeunes. Linda, la mère d'Adrienne, entend le réveil de sa fille sonner encore, et personne ne l'arrête. Elle se rend alors dans la chambre de l'adolescente, il n'y a personne. Le lit ne semble pas défait, comme si Adrienne n'avait pas dormi là. Linda essaye de réfléchir à une explication. Peut-être que sa fille est simplement partie courir tôt ce matin, mais rapidement, elle aperçoit ses chaussures de sport toujours dans le domicile. Il est déjà arrivé que sa fille fasse le mur, mais jamais qu'elle ne rentre pas de la nuit, et ça commence à l'inquiéter. Elle décide d'appeler l'école et elle apprend qu'Adrienne ne s'est pas présentée en classe. Elle appelle alors le restaurant où elle travaille, mais là encore, aucune trace de la jeune fille. Linda sent que quelque chose n'est pas normal, et après avoir fait le tour de ses connaissances, elle appelle la police pour signaler la disparition de sa fille. Un autre événement s'est produit pendant cette matinée vers 7 heures au niveau de la route de Seaton, située à environ 10 km de Mansfield. Un fermier conduit pour se rendre à l'un de ses terrains et en arrivant sur place, il constate que les fils barbelés qui protègent l'endroit sont maintenant abaissés. Il s'approche pour les remettre en place lorsqu'il remarque une forme un peu plus loin. En s'approchant de plus près, il est horrifié, car il comprend qu'il s'agit d'un corps humain et donc il prévient la police. Les enquêteurs arrivent sur place et découvrent le corps d'une jeune fille allongée sur le dos dans un champ. Celle-ci est vêtue d'un t-shirt large et d'un short de sport. Et à première vue, cette tenue leur semble être possiblement une tenue pour aller dormir, surtout qu'elle n'a que ses chaussettes et qu'il n'y a aucune chaussure en vue. La victime a dû passer au-dessus des barbelés comme le montrent les éraflures sur ses jambes. Elle a également reçu un coup violent sur le côté de la tête, mais elle présente aussi des blessures par arme à feu au niveau du visage. En attendant d'avoir plus de résultats, le corps est envoyé en autopsie. L'examen permet d'affirmer qu'il y a bien eu un coup violent porté au niveau de la tête de la victime et cela a causé un traumatisme crânien. Mais ce n'est pas la cause de sa mort. Sur son cou, des traces de strangulation sont également identifiables et la victime s'est débattue comme le montrent ses blessures défensives sur le corps. Mais la raison de son décès est due à 2 coups de feu reçus, un au niveau de sa joue et l'autre au niveau du front. Vers 11 h, toutes les informations concernant la victime sont diffusées au poste de police de la région, dont celui de Mansfield. Lorsque les agents de police prennent connaissance du rapport, ils font le rapprochement avec la disparition d'Adrienne Jones et son identité est alors confirmée. La victime est bien la jeune Adrienne. Une onde de choc se diffuse dans la ville, au niveau des proches de l'adolescente et de ses camarades. Ses parents sont abattus par la nouvelle et la vie du lycée s'arrête également. Après avoir eu la lourde tâche d'annoncer la mort de la jeune fille aux parents, les policiers ne doivent pas perdre de temps et ils les interrogent sur les événements. Les parents expliquent que la veille était une soirée tout à fait normale. Adrienne a mangé, elle a fait ses devoirs, puis elle a appelé son petit ami Tracy.
Ce soir-là, elle a eu le droit de l'appeler un peu plus tard que d'habitude et sa mère se souvient qu'elle a reçu un autre appel. Lorsque sa mère lui a demandé de qui il s'agissait, elle lui a répondu que c'était seulement David de l'équipe de cross. Puis vers 22h30, elle a raccroché et elle est partie se coucher. Les enquêteurs partent interroger David Graham, 17 ans, le garçon de l'équipe de cross désigné par la mère d'Adrian. David est perçu par ceux qui le connaissent comme le parfait gentleman. C'est un très bon élève, respectant toujours les règles et prêt à aider les autres. Il n'est pas seulement un bon élève, mais il fait également partie de la patrouille aérienne civile en tant que commandant, car son rêve est de devenir un pilote. Les policiers l'interrogent au sujet du coup de téléphone, mais David leur répond qu'il ne comprend pas de quoi il parle. Il n'a jamais appelé Adrian. Ce soir-là, il a passé la soirée avec sa copine à étudier et il n'a pas eu de contact avec la victime. Au vu de sa réputation, de son alibi et du fait que son numéro est même pas présent dans le carnet de contact de la jeune fille, les policiers l'écartent de la liste des suspects. Ils partent maintenant interroger Tracy, le petit ami de l'adolescente. Ils coopèrent avec eux sans aucun problème, il leur fournit même un alibi qui est validé et confirmé. Concernant l'appel qu'il a eu la veille avec Adrienne, il confirme qu'elle a reçu un autre appel pendant la conversation, mais le nom qu'elle a donné était celui de Brian Macmillan, un autre élève du lycée. Il ajoute que Brian avait le béguin pour elle. Il tentait de lui parler tout le temps, il se rendait sur son lieu de travail, et ça devenait oppressant pour Adrienne. En entendant ça, bien sûr, les policiers placent automatiquement le jeune homme sur la liste des suspects et ils partent l'interroger. Alors, c'est un petit peu plus compliqué d'interroger Brian parce qu'il a plusieurs problèmes comme un trouble bipolaire, un trouble de l'anxiété et surtout, il a des problèmes avec l'alcool et cela altère sa mémoire. Au tout début de l'interrogatoire, Brian prétend ne pas connaître Adrian, puis finalement, il avoue et il accepte de passer au détecteur de mensonges. Mais son père est présent puisqu'il est mineur et il s'oppose à ça. Les policiers ne peuvent pas le forcer, mais une phrase lancée par Brian les conforte dans leur idée qu'il peut être le coupable. Dans son témoignage, il parle du fait qu'Adrian a été frappé avec un objet au niveau de la tête. Mais cette information n'a pas été diffusée au grand public. Alors, comment est-ce qu'il sait ça s'il n'est pas le meurtrier? Ils ne veulent pas prendre le risque de le laisser libre et donc un mandat d'arrêt est émis à son encontre. Brian passe plusieurs semaines en détention jusqu'à ce que son père accepte qu'il passe au détecteur de mensonges. Et surprise pour les policiers, il réussit le test et donc il est relâché et il rentre chez lui. Après la libération de Brian, la police se retrouve à court de pistes. Il y a des rumeurs qui circulent comme du trafic de stupéfiants, des relations amoureuses attribuées à la jeune fille, des ragots qui la dénigrent, mais tout ça ne mène à rien. Et l'affaire commence à stagner, laissant une ville dans la crainte qu'un tueur soit libre parmi eux. Mais en août 1996, l'affaire prend un nouveau tournant grâce à l'appel de l'Académie navale d'Annapolis dans le Maryland. Une de leurs élèves, Diane Zamora, qui n'est autre que la petite amie de David, a raconté des faits troublants à ses camarades. Lors d'une conversation, elle a parlé de son petit ami et du fait qu'il l'aimait plus que tout. Elle a ajouté qu'il l'aimait tellement qu'il est allé jusqu'à tuer pour elle. Choqués, les camarades ont rapporté les propos aux responsables de l'académie et, en faisant des recherches, ils ont découvert que David était dans la même équipe de cross qu'une adolescente tuée dans la ville de Mansfield. Ils ont donc contacté le département de police de Mansfield pour les prévenir. Les policiers n'ont aucune idée de qui est Diane, mais ils sont surpris d'entendre le nom de David revenir dans cette affaire. Ils commencent alors à se renseigner sur le couple. Diane Zamora est décrite comme une excellente élève, travaillant très dur pour réussir. Elle a toujours eu un bon comportement, ne faisant pas de vagues, concentrée sur sa réussite. Et puis en août 1995, elle fait la rencontre de David, qui est dans la patrouille aérienne avec elle. Ils ne se connaissaient pas avant, car ils n'étaient pas dans le même lycée, mais assez rapidement, quelque chose se passe entre eux. Ce sont deux personnes très ambitieuses, avec beaucoup de choses en commun, et assez naturellement, ils se mettent ensemble. David devient un élément essentiel dans la vie de Diane qui le considère comme son âme sœur, l'homme de sa vie. Pour le prouver, le couple annonce leur fiançailles à peine un mois après que leur relation ait commencé et le mariage doit avoir lieu après avoir fini leurs études. Diane entre dans l'académie navale en 1996 et David, lui, entre dans l'Air Force et ils continuent leur relation en attendant de se marier. Au premier abord, il n'y a rien de suspect chez ce couple.
Tous deux sont reconnus comme étant promis à un futur brillant, comme de bonnes personnes, et ils sont appréciés et bien vus aux yeux des autres. Mais après la confidence de Diane, les enquêteurs de l'armée convoquent David et ils l'interrogent. Celui-ci nie tous les propos qu'a tenus sa petite amie. Il ne sait pas de quoi elle parle. L'Air Force ne lui donne pas le choix et elle le soumet à passer au détecteur de mensonges. À la question « Avez-vous quelque chose à voir avec la mort d'Adrian Jones ?», David échoue et il semble abattu. Il fait alors une demande extrêmement rare. Il demande à taper sa propre déclaration. Il est autorisé à le faire et il délivre 4 pages d'aveux aux enquêteurs. Diane est aussi interrogée et face aux aveux de David, elle raconte à son tour ce qu'il s'est passé. Avec leurs aveux et les témoignages des proches, les inspecteurs sont en mesure de reconstituer le cours des événements. Diane et David ont une relation très fusionnelle, décrite comme limite toxique par leurs proches, surtout du côté de Diane qui est très possessive et jalouse vis-à-vis de son copain. Elle veut que cette relation soit parfaite et que rien ne vienne interférer et altérer leur couple, d'autant plus que Diane est très religieuse. Elle a grandi dans une famille pieuse et de ce fait, elle a pris la décision de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Chose pas toujours évidente à respecter, surtout pour David qui ne partage pas les mêmes croyances, mais il acceptait et il comprenait son choix. Malheureusement, cet accord a été brisé par David et elle l'a découvert. Lors d'une dispute pendant le mois de décembre, David lui raconte qu'il a raccompagné une fille de son club de cross en voiture et que sur le chemin du retour, il a eu une relation sexuelle avec elle. La fille dont David parle est Adrian Jones. Diane est hors d'elle, elle se sent trahie et elle commence à lui hurler dessus. Elle souffre énormément de cet acte. David semble désolé et lui dit qu'il est prêt à tout pour sauver leur couple. Il fera ce qu'elle lui demande. Diane ne voit qu'une solution pour que leur relation redevienne pure et à nouveau belle. Il faut qu'il tue celle qui a semé le trouble, Adrian. Le jeune homme est choqué d'entendre cette demande et pourtant il accepte de le faire. D'après leur témoignage, le plan initial était de piéger Adrian, de lui briser le cou comme dans les films et de jeter son corps dans un lac en le lestant avec les haltères de David. Mais les choses ne se sont pas déroulées selon leur plan. Le 3 décembre 1995, Adrian est au téléphone avec son copain Tracy lorsque David l'appelle et il lui dit qu'il doit la voir pour lui parler. Il a des problèmes personnels et il a besoin de ses conseils, de son amitié. Il lui demande de la rejoindre dans la nuit lorsque ses parents seront dormis, mais qu'elle ne doit le dire à personne, c'est leur secret. La jeune fille accepte et fait semblant d'aller dormir. Et vers minuit 30, David arrive devant chez elle en voiture et Adrian monte à l'intérieur. Ils roulent plusieurs kilomètres, ils s'arrêtent sur une route déserte. Les 2 adolescents commencent à parler. Adrian penche son siège et David commence à se pencher comme pour l'embrasser, tout en faisant un signe vers l'arrière de la voiture. Ce qu'ignore Adrian, c'est qu'ils ne sont pas seuls dans le véhicule. Diane est cachée dans le coffre et elle surgit lorsque David lui fait un signe. Elle est dans un état de rage et elle demande à Adrian si elle a vraiment couché avec son copain. Elle lui aurait alors répondu que oui, mais qu'elle n'avait pas apprécié à cause de la trop grande culpabilité que cela lui a causé. À ce moment-là, Diane explique dans sa déclaration que quelque chose dans la façon dont Adrian la regardait l'a énervée et qu'elle a perdu son sang-froid. Elle s'est mise à lui hurler dessus. David réagit, il tente de se saisir d'Adrian, mais celle-ci se débat avec force jusqu'à ce que Diane se saisisse d'un des haltères et frappe la jeune femme au niveau de la tête. Adrian a la force de s'enfuir du véhicule et elle part en direction du champ. Mais le coup reçu lui fait perdre connaissance et elle tombe par terre. Les 2 adolescents paniquent, ils ne savent pas si elle est toujours en vie et Diane demande à David d'aller vérifier et qu'il faut qu'il la tue si ce n'est pas le cas. Elle justifiera ce moment en disant qu'elle était déjà allée trop loin et qu'elle ne voyait pas d'autre issue. David se saisit d'un pistolet et il tire froidement 2 balles sur Adrian. Le couple remonte dans le véhicule et les premiers mots que chacun se dit sont « Je t'aime », puis Diane ajoute « On n'aurait pas dû faire ça ». Mais ils gardent leur sang-froid, ils se débarrassent de leurs vêtements et ils nettoient le véhicule et Diane va jusqu'à marquer dans son agenda Adrian 1h38 sur la page du jour. Les 2 jeunes sont arrêtés et ils sont accusés du meurtre. L'arme utilisée est découverte dans le grenier de David. En attente de leur procès, chacun d'eux va revenir sur leurs aveux et tenter d'accuser l'un et l'autre.
Les deux accusés ont des procès séparés et celui de Diane se déroule en février 98. Dans sa déclaration, elle admet avoir été sur le lieu du crime, mais elle affirme ne pas avoir participé au meurtre. Il y a des témoins qui fragilisent sa défense, comme ses camarades de l'armée à qui elle a confié les faits et qui affirment que Diane n'a montré aucun remords lorsqu'elle leur en a parlé. Après 6 heures de délibération, elle est déclarée coupable. Le procès de David se passe durant le mois de juillet 1998 et sa défense est compliquée aussi. Il a changé sa version à plusieurs reprises et un témoin ajoute qu'il n'a pas pu avoir de relation avec Adrienne car le jour où David prétend que ça s'est passé, c'était en réalité ce témoin qui a raccompagné Adrienne chez elle. À la fin du procès, il est déclaré coupable. Concernant leur sentence, étant donné qu'il s'agit d'un crime capital dans l'État du Texas, il risque la prison à perpétuité ou la peine de mort. Mais les parents d'Adrienne ne veulent pas qu'elle soit demandée. À leurs yeux, la mort d'un enfant est déjà trop. Ils ne souhaitent pas que d'autres personnes perdent la vie. Diane et David sont finalement condamnés à 40 ans de prison avec une possibilité de demande de libération en 2036. En prison, Diane épouse un autre détenu, Steven Mora, en 2003 et elle divorcera par la suite en 2010. Elle fait aussi la rencontre d'une détenue connue du public qui deviendra son amie. Il s'agit de Yolanda Sadibar, la femme qui a tué la chanteuse Selena en 1995. Concernant David, il s'inscrit en 2018 au séminaire des détenus afin de devenir pasteur. Cette affaire a fait couler beaucoup d'encre et les médias s'y sont vraiment intéressés, surtout au vu des accusés loin du profil de tueur habituel. Ces 3 jeunes avaient un avenir prometteur devant eux, ils s'en donnaient chacun les moyens, et pourtant, une vie a été arrachée et 2 avenirs complètement brisés. Pourquoi finalement? La raison est déjà aberrante, mais ça l'est davantage car la version comme quoi il y a eu une relation entre Adrienne et David n'est affirmée que par lui. Et s'il avait voulu seulement rendre sa petite amie jalouse avec cette histoire, comment a-t-il pu laisser les choses aller jusqu'à là? Comment des jeunes bien éduqués, respectueux, ambitieux ont pu se mettre dans la tête que tuer une jeune fille allait remettre de la pureté dans leur relation? Encore aujourd'hui, Diane dément avoir eu une implication dans les faits. Elle dit que David était seul, elle l'a seulement aidé à nettoyer sa voiture. Mais pourquoi aurait-il tué cette jeune femme sans son intervention? Aux yeux de la justice, même si elle n'a pas tiré les coups de feu qui ont ôté la vie d'Adrienne, son rôle est similaire à celui de David car elle l'a poussé à le faire. Maintenant, de votre point de vue, est-ce que vous pensez également que le rôle de Diane est le même et qu'il est normal qu'elle ait la même peine que David? Je tiens aussi à ne pas oublier les parents qui, dans leur douleur, ont eu le recul de ne pas demander la peine de mort. Je ne peux même pas imaginer la peine dans laquelle ils étaient au moment de leur décision. Et pourtant, d'une certaine façon, ils leur ont laissé une chance de vivre derrière les barreaux. Adrienne avait un bel avenir devant elle. Elle faisait des bêtises comme faire le mur, mais comme beaucoup d'autres adolescents qui explorent et repoussent des limites. Mais comment aurait-elle pu penser que ce gentil garçon de son lycée aurait une idée aussi atroce derrière la tête lorsqu'il l'a contactée? On ne connaît jamais véritablement ce dont sont capables certaines personnes qui nous entourent. C'est tout pour cette affaire. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour avoir plus de contenu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.